Donc ouais, merci beaucoup. Moi, je suis, du coup, un petit peu embarrassé parce que de ma position, d'anthropologue, du social et puis, en particulier, sur des sujets comme l'intelligence artificielle et la robotique, m'avait pas préparé à me retrouver, initialement confronté, à des questions qui touchent, à la religion, à la spiritualité, même si, comme vous allez le voir, il y a quand même des points comme ça où les 2 peuvent se rapprocher. Et en fait, en préparant cette petite conférence aujourd'hui, je me suis vraiment posé la question: «Mais est-ce qu'il y a des points de rapprochement comme ça?» Et je suis tombé sur un texte de Norbert Wiener. Alors que je ne sais pas si vous connaissez Norbert Wiener? C'est, en gros, le père de la cybernétique. Il a écrit, le 1er ouvrage qui porte ce nom, Cybernétique, en 1900, juste après la Deuxième Guerre mondiale, en réalité. Je crois que la première édition, c'est 45-48, quelque chose comme ça. Et Norbert Wiener, il a commencé à travailler dans les années 40 sur des mécanismes de feedback. Donc, c'est des mécanismes avec des entrées. Enfin, vous avez une entrée par lesquelles transitent des informations qui sont traitées par, disons, n'importe quoi, un algorithme, une boîte noire, peu importe. Et donc, vous avez des informations en sortie qui sont ensuite réinsérées dans l'entrée. Et donc, c'est des processus qui sont adaptatifs. C'est-à-dire qu'en fonction de l'information que vous avez en entrée, eh ben, l'action que vous aurez en sortie, elle va pouvoir se réadapter en fonction des changements de l'information de départ. Donc, l'exemple de base, hein, c'est un thermostat. Quand vous souhaitez une température parce que la température est trop basse, vous avez qu'à monter votre thermostat et puis le capteur, le thermomètre, va mesurer la température et actionner la chaudière jusqu'à ce que la bonne température soit atteinte. Et donc, ça, c'est des systèmes cybernétiques très, très élémentaires, mais en fait, qui se retrouvent de manière beaucoup plus complexe dans la plupart de ce qu'on appelle aujourd'hui des robots, des machines intelligentes, des intelligences artificielles, voire même des réseaux de neurones. Hein, ça marche toujours avec des systèmes d'entrée et de sortie de ce genre, mais qui sont évidemment beaucoup plus complexes. Et donc Norbert Wiener, en 1964, il se posait beaucoup de questions sur les effets de la cybernétique sur la société. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ces questions. Et en 1964, il publie un ouvrage qui s'appelle God and Golem, un commentaire sur les endroits où la cybernétique empiète sur la religion. Alors j'étais très content parce que du coup, ça sauvait ma conférence d'aujourd'hui et j'avais des choses à vous dire. Et donc je l'ai lu et je me suis dit, c'est très intéressant ce qu'il raconte parce que il y a pas mal de choses que moi j'observe, mais pas de la même manière. Alors moi, ce que j'ai observé, alors je vais pas vous raconter, je vais pas vous dérouler mon CV, hein, comme on dit, mais bon, j'ai quand même commencé ma recherche de terrain, parce que évidemment, quand on est anthropologue du social, on doit faire du terrain. Et donc, moi, j'ai commencé ma recherche de terrain en 2009 chez un fabricant de robots qui s'appelle Aldébaran Robotique, qui fait des petits robots Nao de 60 cm, qui en a fait les plus grands récemment. C'est des robots Pepper qu'on trouve dans les commerces, puis parfois dans les maisons de retraite. J'ai eu l'occasion de travailler aussi en Angleterre au Bristol Robotics Lab, où là on fait de l'intelligence artificielle et de la robotique de manière conjointe. Beaucoup de réseaux de neurones, mais aussi des réseaux de neurones qui sont embarqués dans des machines. J'ai travaillé aussi beaucoup. Je travaille encore à l'INRIA. J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis plusieurs fois pour travailler avec des équipes de recherche à l'Université d'Arizona ou MIT. Et j'ai cherché à travailler aussi avec des utilisateurs, donc là dans des processus industriels, hein, une ferme laitière robotisée. Bon, bref, tous ces objets commencent à rentrer progressivement dans la vie sociale. Et donc, ça me donnait quand même un corpus d'objets finalement assez grand qui pouvait être comparé avec ce que disait Wiener. Et donc, Wiener, pour lui, il y a 3 points qui sont vraiment problématiques. Alors, il s'appuie quand même sur la tradition judéo-chrétienne et pas. Il a une approche quand même qui est quand même, enfin, qui est aussi presque aussi naïve que la mienne, quand même un peu plus érudite que la mienne, parce que moi j'ai fait un tout petit peu de théologie, mais je vous avoue que je suis pas très très bon dans ces domaines. Donc il y a 3 points où lui trouve que la cybernétique empiète sur la religion. Donc il dit le premier point, c'est quand des machines reproduisent des processus vitaux, et en particulier lui il pense à des machines qui sont capables de s'auto-reproduire. Le deuxième point, c'est quand des machines sont capables d'apprendre des choses. Donc, elles apprennent des choses
de leurs interactions avec l'environnement, par exemple. Et puis le troisième point, enfin, c'est une dimension plus sociale qui est celle de la coordination entre les humains et les machines. Et donc, les questions qu'ils posent, elles sont quand même assez brûlantes aujourd'hui parce que ces systèmes informatiques et robotiques, aujourd'hui, ils sont dispersés vraiment un peu partout. On en a tous au moins un dans notre poche ou dans notre sac qui traîne au fin fond de notre téléphone portable ou sur un réseau social. Euh, et, euh, et, euh, ça soulève quand même des questions qui sont très, très, très actuelles, même si Wiener écrit en 1964. Et donc, dans mon travail, ça correspond à peu près à trois choses que j'ai pu observer, trois grandes dimensions que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Donc une première dimension qui est une dimension ontologique, qui porte sur le statut et la nature de ces objets dits intelligents. Et donc ça pose des questions comme la robotique et l'IA transforment-elles notre rapport à la vie et au vivant, par exemple, parce que ce sont quand même des processus qui sont censés imiter des processus vitaux. Le deuxième dimension, c'est une dimension qui est plutôt relationnelle et donc qui soulève des questions comme les machines dites intelligentes, est-ce qu'elles nous contraignent à penser symboliquement? Est-ce qu'elles sont le témoin d'une sorte de réenchantement du monde? On parlait plutôt dans la journée du désenchantement du monde. Et donc, est-ce que ces machines, elles nous portent à croire finalement? Et donc, une dimension qui porte plutôt sur la société et qui touche à des questions. Ces machines, est-ce qu'elles ont un impact sur l'organisation de nos activités? Et finalement, quelle société on invente autour de cette machine? Donc, j'aimerais bien détailler un petit peu plus chacun de ces points. Et donc, en partant de la première dimension, la dimension qui touche au statut de ces machines qui imitent la vie. Alors, il y a plein de façons d'imiter la vie et le vivant en intelligence artificielle et en robotique, par exemple. Il y a des chercheurs qui s'attachent à imiter des comportements réflexes. Wiener lui-même l'a fait avec une petite machine très très basique qui s'appelle Palomilla, au tout début des années 50. Et ce sont des machines qui sont des machines à tropisme, par exemple. Elles sont attirées par la lumière. Si vous mettez cette machine dans une pièce sombre et que vous allumez une lampe de poche, naturellement, la machine va se diriger vers la lampe de poche. Et donc ça, c'est comme elle se comporte un peu comme un papillon de nuit attiré par la lumière. Il y a d'autres machines qui sont un peu plus élaborées, qui sont capables d'imiter des comportements émotionnels. Alors là, on peut penser à tous les robots humanoïdes qui sont dotés d'un visage capable d'exprimer des émotions, mais aussi avec le corps. Ce sont des machines qui sont très théâtrales finalement et qui sont capables de mimer des émotions humaines et on les anime comme on animerait un petit personnage de dessin animé en réalité. Il y a aussi d'autres agents qui sont capables d'imiter des conversations. Donc là, on peut penser à des agents conversationnels. Ça, c'est des choses qui existent quand même depuis les années 60, avec par exemple l'agent conversationnel ELISA qui a été réalisé par Joseph Weizenbaum sur le modèle de la psychologie rogerienne. Alors, la psychologie rogerienne, c'est une façon de faire parler les gens. Donc, vous allez dire une phrase et puis l'agent va prendre un élément ou un mot que vous avez dit et pour vous relancer, pour vous inciter à parler plus longtemps. Et c'est exactement ce que fait l'agent conversationnel ELISA. C'est un objet c'est un agent conversationnel qui est bon pour vous faire parler. Et il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur plus l'imitation du mouvement, par exemple. Qu'est-ce que c'est que la bipédie? Qu'est-ce que ça implique du point de vue de la physique? Ou qui développent des robots quadrupèdes aussi sur le modèle des chevaux ou des vaches. Également, ça, vous avez dû sans doute en voir plein sur Internet, des chercheurs, une firme américaine qui s'appelle Boston Dynamics s'est rendue célèbre dans les années 2007-2010 en imitant justement un quadrupède qu'on pouvait pousser et qui gardait son équilibre. Et donc, ça faisait
vraiment penser à un comportement animal. Il y a aussi des comportements sociaux, hein, en particulier des comportements sociaux qui viennent pas forcément des humains, mais surtout des sociétés d'insectes, par exemple. Et donc ça, c'est des choses qui sont imitées, par exemple, dans des simulations, pour ensuite développer des applications qui n'ont rien à voir. Par exemple, en s'appuyant sur des modalités sociales des araignées sociales, il est possible de repérer, de déployer tout un petit réseau de micro-araignées simulées pour aller chercher des petits pixels, des niveaux de gris dans une image en noir et blanc. Et donc, ça vous permet de distinguer entre différentes sortes de gris dans l'image. Et donc, ça, c'est des procédés qui sont maintenant assez anciens, mais qui aujourd'hui peuvent intervenir dans dans l'imagerie médicale, par exemple, parce que l'œil d'un médecin ou de quelqu'un qui interprète les images est peut-être pas assez bon pour détecter des toutes petites variations dans les images, et donc ces petites araignées sociales, elles sont peut-être meilleures que lui pour le faire. Et enfin, il y a d'autres formes d'imitation où là, dans des simulateurs, on va s'employer à imiter des mondes, des environnements complexes, et donc on va déployer des agents dans ces mondes pour simuler l'évolution, par exemple. Donc, on va mettre des règles de base dans un univers inventé pour voir comment ces petites populations elles se comportent, comment elles se reproduisent, comment les processus de l'évolution vont les sélectionner. Certaines populations vont disparaître, d'autres vont émerger, etc. Donc là, on réinvente complètement le monde. Et donc ça, ces techniques qui sont actuelles, hein, elles résonnent beaucoup avec ce que dit Wiener, hein, parce que il est question de création finalement. Là, c'est encore plus flagrant dans le dernier exemple que j'ai pris, quand on va inventer un univers virtuel, qu'on va y mettre des populations qui vont évoluer, on fait une analogie avec quelque chose qui existe dans la réalité. Et donc, ça pose un petit peu à la fois des questions qui, dans la théologie chrétienne, renvoient au moins à celle de l'image, et puis aussi, surtout, au rapport entre le créateur et la créature. Donc des questions qui ont à voir aussi avec l'image du corps, mais qui aussi constituent la méthode scientifique. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que parce que la science construit ses connaissances sur l'évolution, sur le mouvement, sur les émotions, etc., par analogie en fait. Elle construit ses modèles et les modèles sont construits sur des analogies. Et donc ça, c'est une méthode quand même qui est très répandue aujourd'hui. Pour aller très vite, la vie telle qu'elle pourrait être, c'est-à-dire dans la simulation, elle nourrit une réflexion par analogie sur la vie telle qu'elle est. Et donc, c'est aussi une manière de tester le modèle, que de le placer dans une situation tangible pour voir un petit peu, essayer d'apporter, sinon une preuve, au moins un moyen de vérifier que le modèle, il se comporte de manière correcte avec la théorie. Et donc, ça, c'est par exemple ce qu'on fait avec les interactions avec ces systèmes informatiques et robotiques. Et donc, ça renvoie à une autre dimension qui est une dimension relationnelle cette fois. Et donc, chez Wiener, la dimension relationnelle, elle est importante, mais lui, il rapproche ça de la religion dans le sens d'un jeu entre le créateur et la créature. Donc là, c'est vraiment ce que je disais, hein, quand un créateur de système va tester sa machine, il la met dans une situation analogue à celle d'un jeu. Et donc, l'exemple que vous connaissez tous et toutes, c'est IBM qui invente un système de jeu d'échecs artificiel qui est basé sur un traitement en pyramide qui essaye d'anticiper le maximum de coups au jeu d'échecs et qui va, dans les années 90, réussir à battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Et donc, ces situations de jeu, elles sont assez récurrentes en robotique et en intelligence artificielle. Et en réalité, on joue tout le temps. Il y a des jeux de toutes sortes, on se lance des défis. Ça permet de tester les machines, de tester les algorithmes et de mettre tout ça en situation qui est dans une situation comparable avec la vie réelle, même s'il ne s'agit que d'un jeu. Par exemple, il y a un jeu de robot qui s'appelle la RoboCup et qui est en gros la Coupe du monde de football des robots.
Et donc, il y a des équipes qui viennent du monde entier. Il y a environ 2000 équipes. Ça a lieu chaque année. Ça rassemble des milliers d'ingénieurs du monde entier. Et donc, ils vont prendre leurs petits robots humanoïdes, les mettre sur un petit terrain de foot adapté à leur taille, jeter une balle, et puis ils vont les regarder jouer au football en espérant que tout fonctionne. En général, ça marche pas très très bien. Les petits robots passent leur temps à tomber. Enfin bon, c'est assez chaotique. Des fois, ils voient même pas la balle. Mais des fois, dans des moments heureux comme ça, ils arrivent à localiser le ballon et à marquer un but. Et des fois, même de manière collective, ce qui est encore plus surprenant. Et ça déclenche des réactions particulièrement euphoriques chez les équipes d'ingénieurs, mais aussi parmi le public, parce qu'il y a du public. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on regarde des robots, mais on les encourage. On sait que c'est des machines qui n'entendent rien, mais on va leur parler, on va les applaudir. On va aussi avoir mal pour elles. Ça, c'est des choses qu'on voit sur les visages des gens. Quand il y a un robot qui tombe ou qui se casse un bras ou quelque chose comme ça, on voit des grimaces sur le visage des gens. Donc, il y a de l'empathie avec elles, ces machines. Et donc ça soulève quand même des questions assez étranges. Parce que quand on demande aux gens, mais vous pensez sincèrement que le robot s'est fait mal? Il dit, bah non, c'est une machine. On n'est pas si bête. Mais quand même, ce sont des machines qui déclenchent des choses. Et ça, c'est des choses quand même qu'on peut vérifier de manière expérimentale. Et j'ai eu l'occasion de le vérifier de manière expérimentale plusieurs fois. Une fois, par exemple, au musée du Quai Branly, autour d'un projet qui s'appelle le projet Berenson, où on a construit un humanoïde qui fonctionne sur un réseau de neurones, donc avec de l'intelligence artificielle, et on l'a mis dans les collections du musée. Et puis, il essayait d'apprendre de ses interactions avec les gens, à savoir, bah, OK, tel objet, les gens l'aiment bien, tel objet, les gens ne l'aiment pas trop, etc. Sauf qu'en réalité, Berenson, il rencontrait les visiteurs du musée dans un environnement quand même assez ordinaire, et les gens lui parlaient, les gens se prenaient d'affection pour lui, des fois pas du tout, des fois il leur faisait peur, des fois les enfants le prenaient à partie, le bousculaient même, c'est des choses qu'on a vues. Mais quand on leur demandait pourquoi il le traitait comme une personne, ils nous disaient, mais on ne le traite pas comme une personne, on le traite comme un objet. Je veux dire, on sait très bien que c'est un objet. Sauf que dans la réalité, jamais personne ne partait sans avoir dit au revoir Berenson, ou bonjour Berenson, ou bonjour monsieur. Et donc il y avait quand même quelque chose qui relevait d'une relation sociale dans une situation ambiguë. On l'a vu aussi dans une autre expérience du même genre, mais cette fois en n'utilisant pas un robot humanoïde, mais une lampe. Donc une lampe de chevet, quelque chose, enfin une lampe de bureau, pardon. Donc quelque chose qui n'a rien à voir avec... qui essaye pas de se faire passer pour une personne comme pourrait le faire une intelligence artificielle, un agent conversationnel ou un humanoïde. Et en fait, on a beau savoir qu'on a affaire à une lampe, les gens se comportent quand même avec elle comme s'il s'agissait d'un agent social. Et donc ces machines, en fait, on voit qu'elles nous font douter, qu'elles nous font croire. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lesquels s'appuient certains entrepreneurs de la tech, comme ils savent très bien que ces machines, ces intelligences artificielles jouent sur quelque chose en nous qui nous fait croire qu'elles sont sociales, qu'elles ont des capacités, qu'elles ont une sorte d'intériorité. C'est quelque chose qui est très utilisé dans les démonstrations publiques. Par exemple, quand les gens de Hanson Robotics font la démonstration de leur robot Sophia en public, ça prend la forme d'une conversation qui a l'air naturelle, mais qui est en réalité complètement théâtralisée. Quand il y a des choses un peu plus heureuses, par exemple, Google a développé un agent conversationnel qui s'appelle Duplex, qui est capable de prendre des rendez-vous pour vous. Par exemple, si vous avez besoin d'aller chez le coiffeur, Duplex va appeler le salon de coiffure et prendre rendez-vous pour vous, et la personne au bout du fil se rendra pas compte qu'elle a eu affaire à une intelligence artificielle. Mais ce qu'on nous montre là, ce sont les moments qui ont marché. Ce ne sont pas tous les autres. Quand Boston Dynamics aussi nous montre des robots bipèdes faire des sauts périlleux dans tous les sens, faire du parcours, et ces vidéos-là ont vraiment beaucoup de succès sur les plateformes de vidéos en ligne, ils tardent à nous montrer toutes les erreurs qu'il y a eu et toute la casse qu'il y a eu derrière ces machines. Donc ils cultivent cette espèce de magie qui fait que on reste finalement émerveillé et un peu inquiet aussi par rapport à ces technologies. Et ça renvoie à donc cette dernière dimension, puis je vais conclure là-dessus, parce que je dois être très en retard déjà, j'imagine.
C'est la dimension sociale, finalement. Qu'est-ce que ça change dans notre société? Et parce que ces objets, l'air de rien, ils s'insèrent aujourd'hui dans la vie sociale et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de bien des manières. Et ce sont des objets avec lesquels nous sommes appelés à vivre, mais aussi ce sont des objets, et ça on s'en rend moins compte, dans lesquels on est appelé à inscrire nos activités. Donc quand on pense robotique et intelligence artificielle, tout de suite on va imaginer des humanoïdes, on va imaginer des agents conversationnels, ou alors on va voir un petit peu à quoi on a affaire sur les réseaux sociaux, mais c'est pas que ça. Ce sont aussi par exemple des systèmes qui régulent les flux d'informations. Et donc la régulation des flux d'informations, ça peut prendre des formes extrêmement variées. Vous avez sans doute toutes et tous entendu parler de la ville intelligente, la Smart City. La Smart City, ça repose essentiellement sur le big data et la régulation des flux de données. Et donc c'est bien de ça qu'on parle. C'est pas des machines avec lesquelles on vit, c'est des machines dans lesquelles on est susceptible d'inscrire nos activités. Et ça, donc, je parlais des transports, mais voilà, aujourd'hui on parle de systèmes de transport intelligents, de GPS, de véhicules semi-autonomes ou dans l'avenir de véhicules complètement autonomes, même si c'est dur à imaginer. Tout ça fait qu'on est pris dans un environnement qui est connecté, qui réagit et qui nous place dans une situation où le système c'est en permanence, où on se trouve et va essayer d'optimiser, d'avoir une action sur nous pour qu'on optimise nos trajets, etc. Et ça, il y a aussi d'autres formes. Je parlais tout à l'heure des fermes laitières robotisées. Ce sont aussi des systèmes qui régulent les flux d'informations et de données. Donc là, très clairement, vous avez affaire à un fermier, un éleveur, qui passe son temps derrière son ordinateur. Non, enfin j'exagère, il passe pas tout son temps derrière son ordinateur, mais il passe quand même beaucoup de temps derrière son ordinateur à cliquer sur des vaches pour qu'elles aillent aux endroits qu'il a sélectionnés, parce qu'il a besoin de travailler sur ces vaches en particulier, parce qu'elles ont des problèmes que le système lui-même a détectés. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une vache qui boite, le système peut détecter qu'il y a une vache qui boite, va lancer une alerte à l'éleveur qui va dire « Ah ok, il y a une vache qui boite, c'est la vache numéro de temps », il va la sélectionner, la mettre de côté, le système va la mettre de côté, c'est-à-dire qu'il va l'orienter à travers l'étable pour qu'elle soit dans un box, et à ce moment-là, il va pouvoir la soigner. Donc ça lui facilite vraiment la vie. Mais ça ne lui facilite pas toujours la vie, parce que du coup, il reçoit des notifications en permanence, parce qu'il est pris dans le système lui aussi. Et donc, ça, c'est semi-autonome, parce que l'éleveur, il reste quand même un éleveur, il fait des choix humains, des fois, il doit même réinterpréter les erreurs du système, parce que le système, il est calibré, il a besoin d'informations très précises pour fonctionner, et des fois, les informations ne rentrent pas dans les cases. Donc là, l'éleveur, il est important pour compenser les erreurs ou les manques du système lui-même. Mais il y a des systèmes agricoles qui sont voués à une autonomie complète, par exemple. C'est le cas dans ce qu'on appelle, alors là c'est très prospectif, mais c'est l'astroagriculture. C'est l'agriculture qui est prévue, qui est en développement pour des colonies sur la Lune ou sur Mars, par exemple. Et donc là, c'est des recherches qui sont faites à l'Université d'Arizona. Ce sont des modules complètement autonomes qui sont gérés par un ordinateur dont le but est de maintenir un équilibre à l'intérieur du système pour pouvoir faire pousser des tomates, produire de l'air respirable pour que les astronautes qui arriveront après sur la Lune ou sur Mars puissent avoir, dès leur arrivée, puissent se faire un petit repas plutôt sympa avec des tomates dans leur petite station spatiale. Et donc ça, c'est en gros, quand on est astronaute, il suffit pas, là, il n'y a même pas besoin d'avoir la main verte. Vous arrivez, le système est déjà complètement calibré. Il suffit juste de savoir réparer des senseurs quand même. Donc il faut être bon en électronique et pas tellement en agriculture, parce que tout le volet agricole de la chose est pris en charge par le système. Et donc ça renvoie à une dimension de société qui résonne un petit peu avec l'harmonie. On a parlé d'harmonie sociale tout à l'heure. C'est une recherche d'optimisation, d'équilibre, d'harmonie. Ça renvoie à quelque chose comme une utopie. Mais ça aussi, c'est une recherche d'homéostasie sociale, pour reprendre des termes de la sociologie fonctionnaliste. C'est la manière dont une société mécaniquement va trouver son propre équilibre et vivre harmonieusement. Donc ça, c'est
quand même plutôt du côté de l'utopie. Et ça, c'est un point, dit Wiener, qui correspond, où la cybernétique empiète également sur la religion. Mais il y a aussi le versant inverse, parce que c'est le risque de la rigidité, dit Wiener. C'est que dans une société qui tend vers un équilibre, vers un monde parfait, c'est peut-être aussi un monde rigide qui applique des règles sociales extrêmement strictes. Et donc là, on serait plutôt dans un univers qui tend vers la dystopie. Et donc là, il y a aussi plein d'exemples, hein. On parlait de la Chine tout à l'heure. La Chine, depuis longtemps, réfléchit à cette harmonie sociale au contemporain, aujourd'hui, et s'appuie sur des technologies qui sont issues de l'IA pour reconnaître les gens dans la rue, voir leurs comportements et voir si ces comportements viennent pas rompre avec l'harmonie. Donc il y a tout ce système de points maintenant qui existe. Donc ça conditionne tout un tas de choses, hein. Ça peut conditionner vos déplacements, hein, ou votre accès à un crédit bancaire ou n'importe quoi, dès lors que vous êtes inscrit dans le système. Donc aujourd'hui, certains parlent, y compris en France, d'algocratie. Donc on est dans un régime politique de l'algorithme et une gouvernementalité des algorithmes. Et donc voilà, bon, c'est un peu... j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais ce qui est vraiment la question qui se pose en fait à travers tout ça, c'est finalement pas tellement une question d'ordre religieuse, mais c'est plutôt une question d'intérêt général et puis de citoyenneté. Serait de se demander, mais quelle société on veut construire avec ces outils. Et je vous remercie.